Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la chaîne Le Point Japon, mais aussi de la série Le Japon selon Larousse. Il faut commencer par le commencement, la géographie. Comme le disait l'introduction du livre, la géographie va permettre d'expliquer l'histoire. Alors le Japon, qu'est-ce que c'est? D'après l'annuaire financier et économique du Japon, on compte 3 à 4 milliers d'îles pour une superficie de 450 000 km². Aujourd'hui, on compte 6 852 îles pour une superficie de 375 000 km² approximativement. Alors comment ça se fait que ces limites ont autant changé? On a à la fois plus d'îles, mais on a aussi moins de territoire. D'abord, ça va s'expliquer par les pertes de ses colonies. À l'époque, le Japon avait des colonies comme Taïwan Formose qui était récupérée de la Chine, la Corée qui était indépendante mais vassale de la Chine, qui est passée ensuite sous le giron japonais, et on a aussi au nord du Japon les îles Sakhalin et les îles Kuri qui sont aujourd'hui possession russe. Le Japon a 4 îles majeures, du nord au sud, Hokkaido, Honshu, Hondo, mais le terme de Hondo n'est plus trop utilisé. Shikoku, Kyushu. C'est un territoire extrêmement montagneux. Il y a très peu de plaines. Sur la partie du Honshu, on n'a que 2 plaines majeures, celle du Yamato Ise et la plaine du Kanto, où se trouve Tokyo. Ça peut paraître anodin et pourtant c'est assez intéressant. Comme le disait le bouquin, le livre, la géographie permet d'expliquer l'histoire. C'est dans la plaine du Yamato qu'est né le début du Japon. On associe souvent le début du Japon au Yamato. C'est là où il y a eu les premiers gouvernements, les premières capitales. À titre d'image, c'est comme si la Gaule précédait la France. Ensuite, Ise où on a le plus grand sanctuaire Shinto du Japon, donc le Shinto, religion indigène propre au Japon. Pour ce qui est du Kanto, c'est au Kanto qu'on va avoir la première capitale d'un shogunat à Kamakura en 1192. Et on a aussi Edo, capitale du Japon au début du XVIIe siècle et qui va devenir Tokyo. Les plaines au Japon, donc catalyseur clé dans un pays où la plaine est une denrée rare. Qui dit montagne, dit fleuve. Et ces fleuves, ils sont très nombreux, mais ils sont courts, étroits, parfois secs, parfois débordants en fonction des crues. Et ils sont tous inférieurs à 350 km. Le plus long, le Tonegawa, fait au mieux 320 km. À titre de comparaison, la Loire, elle, s'étend sur plus de 1000 km. Et pour continuer la topographie du Japon, le livre continue sur les différents aléas climatiques que le Japon subit. Les typhons, les taille-feux. Alors les typhons sont très courants au Japon. Actuellement, le Japon subit entre 10 et 20 typhons par an. Petit aparté, d'où vient le mot typhon? Il y a 2 origines possibles. D'abord, on peut imaginer que le mot vient d'Asie. Après tout, typhon est assez proche du japonais taille-feu. C'est une hypothèse comme quoi c'est un mot rapporté de Chine, Tao Feng, qui signifie grand vent, ramené en Europe par un Vénitien, Cesare Federici, au XVIe siècle. L'autre hypothèse, c'est une origine grecque. Le mot touphon est un terme qui désignait une créature mythologique responsable des vents chauds, et ce mot-là a traversé les différents pays d'Asie jusqu'en Malaisie, et en Malaisie, les marins portugais l'ont ramené en Europe sous le mot de tufao, avec son sens moderne, les cyclones. Et petite précision, typhon, cyclone, c'est la même chose. C'est juste que ça dépend en fonction de l'aire géographie où le phénomène se déclenche. Pour le cas du Japon, ça va être typhon. Les typhons, c'était pas quelque chose d'inconnu pour les étrangers lorsqu'ils arrivèrent au Japon. Ils connaissaient les typhons, pour eux c'était comme un orage, mais c'est la puissance que les typhons
exercent au Japon qui les surprend. À titre d'exemple, pour comprendre, petite citation d'un Français, Georges Bousquet, en 1877, dans Le Japon de nos jours. Il ne faut pas entreprendre de décrire les effets du typhon, si l'on ne veut soulever un murmure d'incrédulité. Les lourdes assises de granit du quai de Yokohama, soulevées et lancées à plusieurs mètres par les vagues. Le palais du gouverneur jeté à terre par la seule violence du vent à Nagasaki. Sont d'autant de fables pour qui n'a pas vu ces phénomènes que le spectateur lui-même est tenté de prendre pour un violent cauchemar. Les séismes maintenant, ou Jishin. Situé sur la barrière du feu, le Japon est aux premières loges niveau séisme. Le livre, l'encyclopédie, parle de 1000 secousses sur 20 000 km². Aujourd'hui, on est aussi sur les 1000 secousses, mais dans l'ensemble du pays. Ce qui fait quand même 2 à 3 séismes par jour, et heureusement, pas aussi violent que cela. On connaît relativement bien le séisme de Kanto en 1923 qui a rasé la ville de Tokyo, provoquant d'énormes dégâts. Mais le livre, bien sûr, c'est logique, il n'en fait pas la mention. Par contre, il parle d'autres séismes assez intéressants. Dans un extrait, il parle du séisme de la région du Tokaido en 1855 où, d'après les auteurs japonais, périssent 200 000 personnes. On va prendre du recul. Ce séisme, il s'inscrit dans une série de séismes, de 3 grands séismes, que l'on appelle les 3 grands séismes de l'ère Ansei. Il y a le séisme Ansei Tokai le 23 décembre 1854, de magnitude 8,4, Ansei Nankai le 24 décembre 1854, aussi de magnitude 8,4, et enfin le séisme Ansei Edo le 11 novembre 1855, de 6,9 sur l'échelle de Richter. J'ai pas trouvé de chiffre qui correspond au nombre de décès, seulement un chiffre entre 6000 et 7000 morts. Mais on peut penser que c'était un séisme qui avait marqué son époque et que les dégâts ont été considérables. Et comme les typhons, les séismes ont marqué les étrangers à leur arrivée. On est stupéfait par la force que Mère Nature peut avoir au Japon. Et nouvelle citation pour comprendre, celui d'un voyageur signant Jean d'Aspe sur le séisme de Gifu en 1891. 18 000 morts, plus de 20 000 blessés. Des villes entières renversées ou incendiées. Et sur une superficie égale à celle de nos 3 départements, les malheureux sont sans abri et beaucoup sans nourriture. C'est la misère certaine, épouvantable, et au cœur de l'hiver. Les lignes ferrées sont coupées, les ponts rompus. Les secours arrivent difficilement, et avec quelle lenteur. Partout, des ruines, un amoncellement de débris informe. On va parler ensuite des volcans, les kazanes. Le livre mentionne très brièvement les volcans. On résume à les éruptions de volcans ont causé aussi parfois de sérieux dommages. Rien de plus, rien de moins. Et pourtant, les volcans font partie du paysage géographique, mais aussi du paysage culturel du Japon. Il y a actuellement 291 volcans au Japon, qu'ils soient endormis, éteints ou actifs. Il faut préciser cela parce que endormi ou éteint, ce n'est pas la même chose. Endormi, ça veut dire que la dernière éruption a eu lieu entre 10 000 ans et il y a quelques centaines d'années. Éteint, c'est quand sa dernière éruption date d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Parmi ces volcans, on va mentionner notamment Sakurajima à Kyushu, dont les éruptions sont régulières mais de faible amplitude. Il n'est pas dangereux. On a aussi le mont Aso-san, dont la dernière éruption date de 2004. Il se trouve toujours à Kyushu. Le mont Asama-san, au Kanto,
et il est considéré comme le plus dangereux. Sa dernière éruption date de 2009 avec pas mal de dégâts. Sa dernière grosse éruption, celle de 1783, s'est étalée sur 4 mois. Et le volcan le plus connu du Japon, le point culminant avec ses 3776 mètres de hauteur, il est endormi, c'est le fameux mont Fuji. Concluons cette vidéo. Qu'est-ce que l'on en déduit de tout cela? La géographie a longtemps conditionné la vie au Japon. On est obligé par exemple de faire face au séisme, d'adapter les normes de construction pour pouvoir résister à des séismes de grande ampleur. Dans l'éducation, les enfants sont habitués dès le plus jeune âge à savoir comment on fait face à des catastrophes. Et on est encore surpris, nous autres occidentaux, du self-control qu'ont les Japonais en cas de catastrophe comme celui de Fukushima en 2011. Et en parlant de tsunami, dans cette partie, il n'y a pas la moindre mention de tsunami. Dans l'index, il n'y a pas le mot tsunami, il y a le mot raz-de-marée. Une seule mention, celle de raz-de-marée qui ont fait quelques dégâts à Kamakura au XVIe siècle. Non, pardon, au XVe siècle. En regardant les tsunamis qui ont lieu entre l'arrivée des Occidentaux, 1850, et l'édition du livre 1915, il y a 2 tsunamis majeurs. En 1854, dans la baie de Suruga, et en 1896, dans le Kohoku. Mais pas de référence de tsunami. Apparemment, les Occidentaux n'ont pas autant été marqués par les tsunamis. C'est intéressant de voir qu'on n'a pas du tout la même image des tsunamis qu'en 1915. Difficile pour nous aujourd'hui de dissocier le tsunami avec l'image du Japon, et cela même avant le tsunami de Fukushima. Tsunami, c'est le mot bien japonais qui s'est exporté à l'étranger, comme quoi c'est un mot qui a marqué. Et voilà, c'est terminé pour cette première vidéo de Topo Géo, la série Le Japon selon Larousse. Merci d'avoir regardé, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi comment on peut améliorer les choses. En attendant, je vous dis à la prochaine. Tchuss.